Imaginez la scène, la salle d'un mariage 5 étoiles, des cristaux étincelants, des rires calculés et moi, assis seul, avec un morceau de pain sec dans mon assiette. Pas un canapé, pas un apéritif, un pain dur, comme si c'était tout ce qu'il méritait. Ma mère, avec son collier de perles impeccable, se pencha et murmura, avec un sourire plus tranchant que n'importe quel couteau, cela te suffit, n'est-ce pas? Ma sœur, la mariée rayonnante, est passée devant moi dans ses chaussures de marque, me lançant un regard de côté qui valait 1000 mots, pathétique, comme toujours. Pas de carte à mon nom, pas de verre de vin, pas de place réservée. Juste le silence éloquent de ceux qui me considéraient comme un détail inconfortable, une erreur de retouche dans la photo de famille parfaite. J'avais deux options, partir tranquillement, ravaler mes larmes dans la salle de bain comme ils s'y attendaient, ou montrer à tous ceux qui sous-estimaient la femme que j'étais devenue. J'ai attendu. J'écoutais les discours creux sur l'amour et l'union, je souriais aux mensonges habillés avec élégance. Lorsque le microphone a atteint mes mains, je me suis levée avec un calme qui m'a fait peur. Nous allons voir quelque chose de spécial, a-t-il déclaré. Les lumières se sont éteintes. L'écran s'est allumé. Et d'un simple clic, le château de cartes s'est effondré. Ce qui s'est passé n'était pas n'importe quelle vidéo. C'était une confession bouleversante, une trahison révélée, un secret qu'il jurait avoir enterré. Ma sœur tremblait. Ma mère a étouffé un cri. Le marié ressemblait à une statue de sel. Les invités, paralysés, assistaient à ce spectacle que personne ne voyait venir. Ces 3 minutes ont tout changé. Pensez-vous que ce soit juste une autre dispute familiale? Votre erreur. C'est la vérité brute derrière un mariage parfait et ce qui se passe lorsque la personne qui a toujours été dans le coin décide de prendre le devant de la scène. Et ce n'est pas une vengeance, non. C'est la justice. Et cela ne fait que commencer. Iris Whitmore avait 38 ans et vivait depuis une décennie dans un modeste appartement au 3e étage de Brooklyn, un de ces endroits où les sols grincent et les murs portent des histoires. Elle était photographe, mais elle ne représentait pas des célébrités ou des mariages de millionnaires. Son travail était différent, capturer la vérité là où personne ne la regardait. Des mains ridées tenant des tasses de café, des yeux qui ont vu trop de guerres, des enfants riant dans des baskets usées. Pas de glamour, juste de l'humanité pure. Dans un monde obsédé par les apparences, Iris a appris que la dignité ne réside pas dans l'éclat, mais dans l'authenticité. Il ne parlait presque jamais de sa famille. Pas par colère, pas à cause d'une blessure irréparable mais parce que le silence faisait moins mal que le jugement qu'il connaissait si bien. Cet après-midi-là, alors qu'il retouchait le portrait d'un couple qui avait passé 50 ans ensemble, la douce lumière hivernale entrait par la fenêtre, mais son esprit était loin de là. Je pensais à une photo qui n'existait pas, un portrait d'elle avec sa famille. Parce qu'Iris a toujours été l'autre fille. Il n'avait pas le menton parfait de Delaney, ni son don pour séduire les étrangers. Tandis que Delaney posait pour des concours de beauté et recevait des applaudissements lors de récitals de ballet, Iris se tenait dans les coulisses, tenant parfois des fleurs, presque toujours oubliées. Evelyn, sa mère, avait une manière de dire des choses qui blessaient sans laisser de traces. Delaney est née pour briller, Iris, tu es plutôt comme une ombre. Nécessaire, mais mieux quand tu ne le remarques pas. Depuis toute petite, elle a compris le message. Le jour de son 10e anniversaire, il a attendu dans le parc avec un chapeau de fête et les yeux pleins d'espoir. 1 heure s'est écoulée. 2. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'Evelyn avait emmené Delaney à une audition de mannequin à l'autre bout de la ville. Iris rentrait seule chez elle, avec les cupcakes intacts sur ses genoux, dans le métro. Des années plus tard, le jour de sa remise des diplômes, elle portait une robe blanche empruntée et cherchait ses parents dans la foule. Ils ne sont pas venus. Ils étaient à la séance photo de Delaney pour un magazine. Nous pensions que votre remise des diplômes aurait lieu demain, dit Evelyn plus tard, avec un mince sourire, comme si cela effaçait l'absence. Maintenant, tout en regardant la photo inachevée sur l'écran, Iris se leva et se dirigea vers le couloir. Là, épinglée sur le tableau d'affichage, se trouvait la carte de Noël de l'année dernière. Evelyn et Reginald souriaient aux côtés de Delaney et de son fiancé, Jasper, devant une cheminée majestueuse.
Le tout habillé de ton combiné de crème et de bleu marine. Iris n'était pas sur la photo. Cela ne l'a jamais été. Dans aucune des cartes de vœux que la famille avait envoyées depuis des décennies. Dans la maison Whitmore, il n'y a eu ni porte claquée, ni cri, ni scène dramatique. L'exclusion était polie, méticuleuse, glaciale dans sa consistance. Evelyn croyait fermement aux apparences. Si Iris ne correspondait pas au récit qu'elle voulait vendre au monde, elle était tout simplement coupée avec élégance, mais sans pitié. Reginald n'a jamais protesté. Homme de peu de mots, il préférait ses journaux et ses appels d'investissement à toute implication avec ses filles. Lorsqu'il parlait, sa voix avait le ton d'une réunion du conseil d'administration, pas d'une maison. Delaney, pour sa part, n'a jamais été cruel de la manière évidente dont les enfants ont tendance à l'être. Il ne s'est pas moqué, il ne s'est pas battu. Il ignora simplement Iris, comme si elle était un meuble dans la pièce visible, mais sans importance. Les quelques photos qu'Iris avait des deux dataient de l'époque où ils étaient encore enfants, avant que Delaney n'apprenne qu'elle pouvait être le centre d'attention sans partager l'espace avec qui que ce soit. Cet après-midi-là, Iris ouvrit son placard et en sortit une petite boîte de photos que personne n'avait jamais vues. Un par un, les enregistrements de ce qui était sa maison sont sortis, le bord d'une table à manger où Evelyn buvait du vin seul, le couloir vide devant le bureau de Reginald, la couronne de Miss Delaney qui brillait à la fenêtre. Pas de portrait, juste des fragments. Des observations silencieuses, lointaines mais d'une intimité envoûtante. C'était sa façon de se souvenir de ce que c'était d'être là et pourtant d'être invisible. Il posa la boîte de côté et regarda le calendrier. Un cercle rouge autour de samedi, le mariage de Delaney. L'invitation était arrivée une semaine plus tôt, en papier épais, en lettres dorées, adressée non pas à « chère sœur », ni même à Iris Whitmore, mais à Madame Iris Whitmore. Pas de mots écrits, pas d'appel téléphonique, juste la carte et un message silencieux, vous n'en faites pas partie, mais votre absence serait gênante. L'invitation était lourde dans ses mains, un objet qui criait au prestige avant même d'être ouvert. Iris l'a trouvé dans la boîte aux lettres 2 jours après avoir décidé à contre-cœur de partir. Je n'avais pas besoin de deviner de qui il s'agissait, le monogramme doré, D&J, sur le devant, avec une fioriture rappelant une publicité de parfum coûteuse, le montrait clairement. Delaney a toujours su faire du drame, même sur papier. Il l'apporta à la petite table à manger et le regarda longuement avant de l'ouvrir avec un coupe-lettres. À l'intérieur se trouvait une invitation rigide, imprimée sur ivoire avec des lettres dorées qui brillaient faiblement dans la lumière du matin, les familles Whitmore et Langston ont l'honneur de vous inviter à célébrer le mariage de Delaney Marie Whitmore et Jasper Elliott. Iris tenait le papier, sentant le poids de chaque mot non prononcé. Une partie d'elle voulait rester à la maison, éviter tout ce théâtre. Mais quelque chose de plus profond, longtemps resté silencieux, commença à murmurer. Il était peut-être temps de se présenter. Pas pour eux. Pour elle-même. La table parfaite pour vous. Toujours aussi, modeste dans ses goûts. Iris laissa le commentaire pendre entre eux comme le parfum coûteux d'Evelyn trop doux, suffocant. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas une critique. C'était un verdict prononcé aussi naturellement qu'on commenterait la météo. La main d'Iris trouva accidentellement le bord de la soucoupe vide. Le pain sec ressemblait à une plaisanterie cruelle, ou peut-être à une leçon. Connaissez votre place. Je pensais que tu allais être à la table d'honneur, dit finalement Iris, avec un calme qu'elle ne ressentait pas après tout, c'est la mère de la mariée. Evelyn ne s'y a pas. Son sourire s'ajusta, comme une robe bien coupée. Oh, chérie, bien sûr que je le suis. Mais vous savez comment se déroulent ces choses. Hiérarchie. Le mot est sorti comme un soupir, comme s'il s'agissait de quelque chose d'inévitable, comme la gravité. La famille Langston a insisté pour héberger tous ses proches. Et toi, eh bien, tu as toujours préféré la périphérie, n'est-ce pas? Iris aurait dû le voir venir. Elle aurait dû savoir que même ici, parmi les cristaux et les fleurs qui coûtaient plus cher que son loyer, elle serait traitée comme un détail, quelque chose qu'on ne remarquerait que lorsqu'il serait hors d'usage. Mais il y avait une différence entre attendre le coup et sentir la lame tourner. C'est ironique, murmura-t-elle,
plus pour elle-même que pour Evelyn. J'ai passé des années à essayer de ne pas être vue. Et maintenant, quand je décide enfin de me présenter, c'est ainsi que je suis accueillie. Evelyn pencha la tête, comme si elle écoutait un enfant expliquer quelque chose d'évident. Tu as toujours eu une façon dramatique de voir les choses, Iris. Personne ne vous exclut. Son geste englobait la pièce, les rires sourds, l'éclat découvert en argent. Vous êtes ici. C'est déjà plus que ce que beaucoup peuvent dire. C'était vrai. Et c'est exactement ce qui faisait mal. As-tu vu mon travail, maman? Demanda soudain Iris. Qu'est-ce qui a été sélectionné pour Clarion? L'espace d'un instant, quelque chose apparut sur le visage d'Evelyn. Pas de surprise. Pas de curiosité. Quelque chose de plus proche de inconfortable. Comme si Iris avait prononcé un nom qu'il ne fallait pas prononcer à voix haute. Je n'ai pas eu le temps, chérie. Vous savez comment sont les choses. Leur voix était légère, presque distraite, comme s'ils parlaient du menu. Mais je suis sûre que c'est intéressant. Intéressant. Le mot utilisé pour désigner quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'appréciez pas, que vous ne voulez pas toucher. Iris sourit. Pas un sourire de défaite, mais un de ceux qui précèdent un geste que personne ne voit venir. C'est une question de solitude, dit-il doucement. À propos de ce qui se passe lorsque nous arrêtons de jouer. Quand enfin tu te regardes dans le miroir et que tu vois. Evelyn ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois de sa vie, il ne semblait pas avoir de réponse toute prête. Ou peut-être qu'il savait au fond de lui que tout ce qu'il dirait serait inapproprié. Que certaines vérités ne rentrent pas dans les phrases polies. Un serveur passa entre eux, portant un plateau de coupe de champagne. Evelyn l'intercepta d'un geste élégant, en prenant deux. Il entendit une à Iris, comme une trêve. Ou comme un défi. Eh bien, dit-il en retrouvant son ton. Au moins tu es venu. C'est déjà un début. Iris accepta la coupe. Le liquide doré reflétait les lumières de la salle, les fragmentant en 1000 morceaux de quelque chose qui ressemblait à de la joie. Je ne suis pas venu pour toi, répondit-il en prenant une gorgée. Le champagne était sec, presque amer. Parfait. Je suis venu parce que, pour la première fois, j'ai quelque chose à célébrer. Et je n'ai besoin de la permission de personne pour porter un toast à cela. Evelyn la regarda pendant un long moment. Puis, avec un signe de la main presque imperceptible, elle se retourna et s'éloigna, sa robe argentée traînant sur le sol comme une trace de quelque chose qui ne serait jamais dit. Iris restait seule à table, avec son pain sec, son verre à moitié plein et la certitude que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était l'ombre de personne. Dehors, la neige commençait à tomber sur Boston, recouvrant les rues d'un manteau blanc qui masquait toutes les fissures. Mais à l'intérieur du Beston Grand, entre la lueur des lustres et le murmure des invités, quelque chose était en train de changer. Et Iris a finalement décidé de ne pas s'en excuser. Le repas était effectivement approprié. Simple. Humble. Sa main flottait sur le pain, comme pour lui présenter un mets délicat, tandis que les mots tombaient entre eux comme des miettes sèches sur la nappe immaculée. C'est à cela que tu es habitué, n'est-ce pas? La mâchoire d'Iris se serra, mais son visage resta impassible. Sa mère resta là encore un moment, comme si elle attendait une réponse, un plaidoyer, tout ce qui confirmerait la place d'Iris dans le monde qu'elle avait elle-même créé pour sa fille. Mais il n'y avait rien. Juste le bruit sourd des couverts dans le salon et le crépitement lointain de la cheminée. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'épais tapis, comme si même le sol conspirait pour avaler sa sortie. Quelques minutes plus tard, la musique a changé. Un accord plus solennel, plus théâtral, comme le prélude à quelque chose d'inévitable. Delaney est apparue à l'entrée de la salle de bal, vêtue d'une robe de mariée qui semblait tissée avec les fils même du destin, cascade de satin, dentelle faite à la main, chaque point rappelant qui elle était et ce qu'elle avait accompli. C'était époustouflant. C'était impeccable. C'était avant tout une performance. Les invités ont applaudi poliment, comme s'ils avaient été entraînés à savourer chaque seconde. Delaney flottait entre eux,
distribuant des sourires comme des pièces d'or, jusqu'à ce que ses pas la conduisent à l'autre bout du couloir, où le bureau d'Iris était abandonné comme une scène oubliée. En s'approchant, il inclina la tête avec la douceur affectée de quelqu'un qui présente ses condoléances à un inconnu. « Bonjour, grande sœur, dit-il, ses lèvres s'étirant en un sourire délicat, presque pieux. Tu es venue. » Iris ne répondit pas. Ce n'était pas une question. Delaney laissa ses yeux glisser sur l'assiette intacte, jusqu'à la chaise vide à côté, comme pour inventorier les preuves d'une vie mal vécue. Ta robe, une pose calculée, charmante. Tellement, minimaliste. Nouvelle pause, plus longue cette fois, alourdie par tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Tu sais, il baissa la voix, comme s'il partageait une confiance, j'ai toujours admiré la façon dont tu parviens à rendre tout si accessible. C'est un cadeau. Tu transformes même les choses les plus courantes en quelque chose d'encore moins cher. Iris ne cligna pas des yeux. Non pas parce que les mots ne faisaient pas mal, ils faisaient mal, comme toujours, après tout, Delaney avait perfectionné l'art de couper là où la peau était déjà ouverte, mais parce que, pour la première fois, elle ne ressentait pas le besoin de tressaillir. Au lieu de cela, ses doigts plongèrent légèrement dans le petit sac à ses côtés. Avec une lenteur délibérée, en retirèrent un petit objet noir. Une clé USB. Il ne l'a pas brandie comme un trophée, il ne l'a pas brandie comme une menace. Il vient de le poser sur ses genoux, le bout de son pouce posé sur sa surface lisse, comme pour calmer un animal sauvage. Le sourire de Delaney s'effaça. Moins d'une seconde, mais c'était suffisant. Eh bien, dit-il, sa voix tendue comme un arc bien noué, profite de la nuit. Iris hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. Delaney se retourna, sa robe traînant sur le sol comme un serpent de soie, jusqu'à ce que le bout de sa traîne s'enroule autour du pied d'une chaise dorée. Un coup sec, un claquement de tissu, et elle repartit, disparaissant dans la lueur de la pièce, ne laissant derrière elle que l'écho de son propre nom murmuré parmi les invités. De nouveau seul, à côté de la porte de secours, Iris regarda une dernière fois le morceau de pain desséché dans son assiette. Il ne l'a pas touché. Au lieu de cela, il tourna son regard vers les lumières de la salle de bal, où les rires et les verres s'affrontaient dans une symphonie de faux-semblants. Je n'ai pas attendu la nourriture. Je ne m'attendais pas à une conversation. Il attendait le moment où le silence pèserait plus lourd que tous les mots que sa famille avait jamais osé prononcer à haute voix. Le goût de ce pain sec ne l'a jamais quitté l'esprit. Ni sa texture rugueuse, ni le vide qu'elle représentait. Alors qu'il se tenait là, ses doigts légèrement enroulés autour de la clé USB, il sentit le poids d'une décision qui se préparait depuis des semaines. S'il utiliserait ou non ce qu'il avait capturé. Et maintenant, dans le silence qui précédait les discours, son esprit revenait à la nuit où tout commençait à s'effondrer. 3 semaines plus tôt. La fête de fiançailles privée de la famille Langston, organisée sur le toit d'un hôtel d'élite, surplombant la baie de Boston. Ce n'était pas une célébration de l'amour. C'était un acte d'héritage. Delaney avait insisté pour qu'Iris prenne son appareil photo. Pas professionnellement, bien sûr, avait-elle dit avec un rire aussi léger que du verre brisé. Juste quelques photos franches, pour rendre maman heureuse. Iris était arrivée avec son petit équipement, plus par habitude que par obéissance. Je ne voulais pas provoquer de scène. J'avais appris depuis longtemps à choisir ses batailles, et celle-ci n'en valait clairement pas la peine. Il passa la majeure partie de la nuit dans les coins, capturant des moments flous à travers des verres en cristal, des enfants courant sous les lustres, Jasper faisant sa ronde polie parmi les invités qui murmuraient son nom comme s'il était synonyme de royauté. Iris savait être invisible. Et en fait, je préférais ça comme ça. Son objectif était son bouclier. Votre silence, votre arme. Lorsque la plupart des invités se sont déplacés vers le balcon ouvert, attirés par les feux d'artifice qui explosaient au-dessus de l'eau, elle est retournée dans la salle de bal vide, ajustant les réglages de la caméra avec des mouvements mécaniques. C'est alors qu'il la vit. Delaney, seul au bar, le visage illuminé par l'écran de son téléphone portable. Expression, tendue. Lèvres pressées en une fine ligne. Il ne remarqua pas Iris derrière la colonne de verre. Instinctivement,
elle a levé l'appareil photo et réglé la mise au point non pas pour photographier, mais pour observer. Delaney tapa rapidement, les sourcils froncés, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, lise quelque chose et sourit. Un petit sourire intime qui ne correspondait pas au reste d'elle. Iris ne pouvait pas voir l'intégralité du message, mais lorsque Delaney tourna légèrement son corps, l'écran était suffisamment visible pour que l'objectif capture une ligne avant qu'elle ne disparaisse. Aujourd'hui, une dernière fois. Mon lit, pas celui de Jasper. C'était choquant. Intime. Téméraire. Delaney regarda autour d'elle, mit son téléphone dans sa pochette et se dirigea vers l'ascenseur privé sans un mot. Iris hésita un instant avant de la suivre, gardant ses distances, sans avoir l'intention de la confronter. Je voulais juste savoir. Je voulais juste comprendre. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Delaney. Iris monta les escaliers et descendit 2 étages jusqu'au parking souterrain. Il connaissait la voiture de sa sœur, le coupé argenté que son père lui avait offert en cadeau de fin d'études, garé à l'arrière, près de la sortie arrière de l'hôtel. Il attendait dans l'ombre, la caméra accrochée à ses côtés, respirant légèrement l'air frais du béton. Les minutes passèrent. Puis, un SUV noir est entré et s'est garé à côté du coupé. Le chauffeur en descendit, un homme de grande taille, en manteau ajusté, impeccablement coupé. Famille. Cole Maddox, un des contacts professionnels de Jasper, si la mémoire d'Iris ne l'avait pas trahi. Elle l'avait vu une fois lors d'un événement caritatif, trop charmant, trop doux, du genre à laisser une traînée de promesses non tenues. Delaney est sortie de sa voiture et s'est dirigée droit dans ses bras. Il n'y a eu aucune hésitation. Il n'y avait pas de jeu d'acteur. Le baiser fut lent, profond, familier, non pas le ravissement d'une nouvelle aventure, mais la routine de quelque chose de vieux, usé par l'usage. Iris leva la caméra sans réfléchir. Ses mains agissaient avant que son esprit puisse intervenir. Passer en mode vidéo. Disque pressé. Je n'ai pas oumé. Ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de voir. Il suffisait de se souvenir. Ils parlèrent brièvement. Delaney rit doucement, passant ses doigts sur les revers de son manteau. Puis ils disparurent sur la banquette arrière du coupé. La porte se referma derrière eux. Iris a arrêté d'enregistrer. Elle resta encore une minute immobile, comme si l'air lui-même pouvait la condamner. Puis il se retourna et s'éloigna sans se retourner. Il n'a jamais montré la vidéo à personne. Il ne l'a dit à personne. Pendant des jours, il s'est convaincu que ce n'était pas son problème. Peut-être que Delaney avait ses raisons. Peut-être que ce n'était pas à elle de détruire un mariage, même si leur relation était glaciale. Il a enregistré le fichier dans une sauvegarde sans nom, enfoui dans les dossiers de travail des clients, comme s'il pouvait effacer son existence simplement en l'ignorant. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle arrive au mariage de sa sœur, vêtue d'une robe discrète et soigneusement choisie, pour ensuite s'asseoir près d'une sortie de secours, comme une invitée de dernière minute. Jusqu'à ce que sa propre mère passe devant elle et la renvoie avec un sourire, comme si elle ne l'avait pas élevée. Jusqu'à ce que sa sœur, enveloppée de dentelle et de suffisance, plane au-dessus d'elle avec l'audace de l'insulter, de l'humilier, comme si Iris était une tache sur le tissu parfait de cette nuit-là. C'est à ce moment-là que j'ai su. Ce n'était pas une vengeance. Pas exactement. Ce n'était pas la colère qui la motivait. C'était la clarté. Des années à être diminuée, effacée, ridiculisée. Je ne voulais pas de bagarre. Je voulais un conte. Et ainsi, alors que l'orchestre terminait son prélude final et que le bruit des couverts tintait dans des rythmes lointains derrière la porte, Iris referma sa main autour de la clé USB sur ses genoux. Le même qui contenait non seulement la vidéo du garage, mais aussi l'enregistrement de la fête de fiançailles. Sa caméra avait capturé plus de choses qu'elle ne l'imaginait. Cette nuit-là, alors que la ville de Boston respirait l'air humide d'un printemps encore hésitant, pas assez chaud pour les promesses, pas assez froid pour figer la vérité, Iris conduisit en silence sur la route qui menait à la maison où elle croyait autrefois appartenir. La façade coloniale bleu pâle, avec ses marches en pierre et son portail en fer forgé, s'élevait entre des arbres dans les bourgeons tenaces annonçait la saison.
Le magnolia à Kevin exhibait en commença à s'épanouir, indifférente aux fractures qui divisaient la famille de l'intérieur. En fait, certaines choses n'ont jamais changé. Elle n'était pas venue pour se battre. Même pas pour mendier. Je voulais juste parler à Reginald, le seul qui, même dans son silence complice, n'avait jamais craché sur ses rêves. Peut-être qu'il ne les soutenait pas, mais il ne les avait pas non plus écrasés avec le dédain chirurgical d'Evelyn. Il y avait une chance, aussi mince soit-elle, qu'il entende. Que je ne savais pas tout. Qu'au fond de ses yeux fatigués, il restait encore un homme capable de reconnaître sa propre fille. Elle s'est garée au bout de l'allée, a ramassé son sac avec son téléphone portable et son appareil photo toujours à l'intérieur, vestige de la préparation du mariage, et s'est dirigée vers la porte latérale. Le code n'avait pas changé. Evelyn n'avait jamais pris la peine de le changer, tellement elle était sûre qu'Iris n'oserait jamais revenir. L'odeur du bois ciré et de l'huile de lavande l'accueillit comme un fantôme. Il s'arrêta à l'entrée, entendant des voix venant de la véranda. Elle était sur le point d'appeler quand son propre nom l'arrêta, mêlé à celui d'Evelyn sur un ton qui n'était pas celui de l'inquiétude, mais celui du calcul. « Ne t'inquiète pas, » dit Evelyn, sa voix tranchante comme une lame gainée. « J'ai déjà transféré la maison, l'appartement de Martha et Vignard et les parts d'héritage à votre nom. » Reginald n'en a aucune idée. Il en est sûr? Delaney, toujours pragmatique. Absolu. Un rire sec. Cet homme n'a pas regardé un document financier depuis 5 ans. Vous pensez toujours que notre avocat s'occupe de tout. Le bruit de la porcelaine qui teintait un verre, une tasse ponctuait la confession. Puis, plus bas, mais limpide. C'est pour nous. Pour les femmes de cette famille. Vous avez fait plus pour notre avenir avec ce mariage qu'Iris ne le ferait dans sa vie avec ses expositions en galerie. Les doigts d'Iris s'enfoncèrent dans la lanière en cuir du sac. Delaney éclata d'un rire guttural et triomphant. Après mon mariage, ce sera moi qui signerai les chèques. Les comptes, les actifs, la fiducie, tout. Je vais m'assurer que tu es en sécurité, maman. Plus besoin de faire semblant avec son père. Fini. Une lourde pause, fini de jouer à la mère aimante d'Iris. Laissez-la à Brooklyn, avec sa vie artistique. Evelyn Harry. Un son glacial, qui ne venait pas de la gorge, mais de quelque part plus profond, où la cruauté s'habillait d'élégance. Elle ne tiendra pas longtemps. Cela a toujours été une phase, jamais un avenir. Silence. Juste le claquement des doigts de Delaney contre la vitre. Tu crois qu'elle soupçonne quelque chose? Je doute que j'en sois capable, répondit Evelyn sans hésitation. Vous croyez toujours que l'honnêteté signifie quelque chose. La pauvre, elle pense probablement que l'amour et le travail acharné suffisent. Ils rirent tous les deux. Un rire aigu et certain, comme si le monde était déjà divisé et qu'Iris n'était qu'un oreiller de la liste des invités. Elle n'a pas bougé. Sa respiration devint superficielle et une douleur sourde palpitait derrière ses tempes. Il sortit son téléphone portable de la poche de son manteau, ouvrit l'application d'enregistrement et appuya sur l'enregistrement. La main tremblait, non pas de fureur, mais de ce que seule la vérité absolue est capable de provoquer, le sentiment d'assister à ses propres funérailles, toujours debout, toujours respirant. Ce n'était pas seulement de la cruauté familiale. C'était une trahison déguisée en héritage, un vol déguisé en héritage. Delaney ne s'est pas marié par amour, marié pour le pouvoir. Je n'aime même pas Jasper, avoua-t-il, comme si c'était un détail sans importance. Mais voilà à quoi ressemble le pouvoir, un mariage avec les Winston. Ensuite, je peux entrer dans n'importe quelle salle de réunion à Boston et attirer l'attention de la table. Tu m'as appris ça, maman, aligne-toi sur l'avantage. Laissez les sentiments dehors. Exactement, approuva Evelyn, la fierté débordante. Tu as bien appris. Et puis, le coup final, prononcé avec une indifférence qui fait plus mal que la haine. Iris? Delaney rit sèchement. Elle n'est qu'un arrière-plan. Comme du papier peint. Nous la gardons près de nous pour que personne ne nous traite de sans cœur, mais après le mariage, nous avons mis fin à la mascarade. Je suis d'accord, approuva Evelyn doucement.
Plus d'invitations. Pas de congés forcés. Elle va disparaître. Et nous prospérerons. Iris cligna des yeux, contenant la brûlure dans ses yeux. Ce n'était pas de la douleur. C'était la clarté. Sa mère et sa sœur n'étaient pas seulement négligentes, elles étaient architectes. Il ne suffisait pas de tricher, il fallait effacer, réécrire, faire en sorte que seuls les sourires qui servaient au récit restent dans le portrait. La minuterie d'enregistrement a continué, 1 minute. 2, 3. Jusqu'à ce que les voix se tournent vers les menus du brunch et les détails de la lune de miel. Puis, elle recula. Un pas. 2. Elle revint sur son chemin jusqu'à la porte latérale, sans frapper, sans pleurer, sans se laisser plier en deux par le poids de la trahison. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, j'avais un enregistrement. Et bientôt, ils auraient un public. La salle de bal scintillait sous les lustres en cristal, une scène parfaite pour la représentation finale. L'orchestre avait terminé son intermède, et l'air vibrait de ce calme tendu qui précède le dénouement. À la table principale, Jasper se leva, le verre levé, son sourire trop large pour être sincère. À ses côtés, Douglas Langston, voix d'homme politique, main de banquier, trinquait à l'union de 2 dynasties, à la perpétuité des nains. Que votre mariage soit aussi durable que votre héritage. Les applaudissements étaient polis. Exercés. Jusqu'à ce que le maître de cérémonie revienne au micro, feuilletant des cartes avec des notes qui n'avaient plus d'importance. Avant de terminer, annonça-t-il, nous portons un toast spécial. Un message de la sœur de la mariée, Iris. Un murmure parcourut la pièce. Delaney, pour la première fois cette nuit-là, laissa échapper son sourire. Evelyn, à 2 chaises de là, durcie comme du marbre. Iris se leva. La robe émeraude, simple mais impeccable, captait la lumière comme un avertissement. Je n'avais pas de verre. Je n'ai pas pris de notes. Il se dirigea vers le centre de la pièce à pas mesurés, chacun représentant une phrase. J'apprécie cette opportunité, commença-t-il d'une voix ferme, sans tremblement. Mais je ne suis pas venu trinquer. Une pause. Le silence s'épaissit. Je suis venu avec autre chose. Quelque chose de plus honnête. Quelque chose de retard. Delaney se redressa, les doigts blancs de tension. Que fait-elle? Siffla-t-il à Evelyn. Iris souleva la clé USB entre ses doigts et la tendit au technicien sur le côté de la scène. J'aimerais partager une vidéo, dit-il simplement. Veuillez reproduire. Les lumières se sont éteintes. L'écran est tombé derrière la table d'honneur. La pièce oscillait entre une curiosité polie et une tension qui coupait comme des lames. Iris se tourna, croisant les mains devant elle, tandis que les premières images prenaient vie. Delaney, dans la pénombre d'un garage, son manteau jeté sur le bras, l'écran de son téléphone portable illuminant son visage. Le message s'étendait, silencieux, implacable, aujourd'hui. Une dernière fois. Dans mon lit. Pas celui de Jasper. Les soupirs se répandirent comme des vagues. Puis la séquence granuleuse mais assez claire de Delaney et d'un homme montant sur la banquette arrière d'une voiture, les bras liés, la bouche collée. Certains invités détournèrent le regard. D'autres étaient paralysés. Jasper resta immobile, ses jointures blanches contre la serviette. Et la scène continue. La voix de Sylvia Raynor coupait l'air comme une lame tranchante, sans le poids de la surprise, mais avec la précision de quelqu'un qui avait déjà calculé chaque mot avant de le prononcer. Bien sûr que tu ne le savais pas, elle ajusta son gant d'un geste minutieux, ses yeux scrutant la salle vide comme pour évaluer les dégâts d'une tempête qu'elle seule pouvait prédire. Personne ne le sait jamais, jusqu'à ce qu'il le sache. Iris sentit son cœur battre contre ses côtes, non pas par peur, mais par un étrange sentiment d'inévitabilité. Sylvia n'était pas du genre à apparaître par hasard. Sa présence là, ce soir-là, avec ce regard qui semblait dissoudre les couches de faux-semblants, ne pouvait signifier qu'une chose, elle savait déjà tout. Tu as toujours été la plus intelligente des deux, continua Sylvia en faisant un pas en avant, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'épais tapis. Mais l'intelligence sans stratégie n'est qu'un gaspillage de potentiel. Iris déglutit.
Il n'y avait aucun éloge dans cette phrase. C'était un verdict. Que veux-tu, Sylvie? Un sourire fin, presque imperceptible, effleura les lèvres de la femme plus âgée. Ce que j'ai toujours voulu. Elle s'arrêta, laissant le silence s'étirer comme un fil de soie sur le point de se rompre. Justice. Et toi, ma chérie, tu viens de me le tendre sur un plateau. Iris ressentit un frisson. Non pas à cause de la menace voilée, mais à cause de la certitude que, cette nuit-là, elle avait allumé un feu qu'elle ne pouvait plus contrôler. Sylvia Raynor n'était pas du genre à laisser les flammes brûler seule. Avez-vous tout enregistré? A demandé Iris, connaissant déjà la réponse. Sylvia n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il sortit de la poche intérieure de son manteau un petit appareil en argent, pas plus gros qu'un briquet, et le fit tournoyer entre ses doigts gantés. Le son. Vidéo. Témoin. Elle pencha la tête, comme pour admirer une œuvre d'art particulièrement bien exécutée. Même au moment où Jasper Langston a laissé tomber cette bague sur la table. Poétique, vous ne trouvez pas? Un si petit geste, mais qui a fait s'effondrer un empire. Iris sentit ses mains picoter. Ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus dangereux, l'espoir. Pourquoi me dire ça? Sylvia s'approcha, si près qu'Iris pouvait sentir son parfum, quelque chose de sec, comme du vieux papier et des clous de girofle. Lorsqu'elle parlait, sa voix était basse, presque intime, mais chaque syllabe résonnait comme un marteau frappant des clous. Parce que, ma chère, tu viens de prouver que tu mérites quelque chose de bien plus grand que la vengeance. Ses yeux, froids et calculateurs, fixaient ceux d'Iris. Vous êtes digne du pouvoir. Evelyn Whitmore a découvert, avec la cruelle précision d'une lame, que le prestige n'était pas un héritage éternel, c'était un prêt, révocable au moindre signe de faiblesse. Les lettres qui arrivaient désormais n'étaient pas dans des enveloppes en lin crème, mais sur du papier recyclé, signé par des avocats ou par ces mêmes femmes qui, des semaines auparavant, lui avaient embrassé le visage en public en chuchotant des ragots dans les salles de bain en marbre. Le plus douloureux est venu d'Helena Montgomery, écrit à la main à l'encre bleue décolorée, comme si le geste de la main pouvait adoucir le poison des mots. Certaines brûlures, ma chère, sont auto-infligées. La société pardonne les erreurs, mais elle ne pardonne jamais le manque de discrétion. La salle de bal de son manoir de Beacon Hill, autrefois théâtre de réception où le champagne coulait à flots et les invitations se disputaient comme des bijoux, résonne désormais du son de ses propres pas. Les peintures sur les murs, portraits d'ancêtres au visage sévère, paysages européens achetés aux enchères pour impressionner, semblaient la considérer avec un nouveau dédain. Elle se tenait devant le miroir doré au-dessus de la cheminée, ses doigts tremblants alors qu'elle ajustait le collier de perles qu'elle portait au mariage de Caroline. Le reflet revenait sur une femme qui portait encore l'armure de l'élégance, mais dont les yeux, autrefois froids et calculateurs, brillaient désormais de quelque chose de dangereux, l'incertitude. C'est alors que le téléphone sonna. Evelyn a répondu avec la posture droite de quelqu'un qui croit toujours que le monde devrait s'incliner devant sa voix, mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle d'un laquais ou d'un organisateur d'événements désespéré de sa présence. Elle était petite, masculine, avec un accent qui n'appartenait pas au cercle de Boston. Madame Whitmore. Une pause calculée. Ou devrais-je dire Evelyn? Elle reconnut le ton avant même le nom. C'était le genre de voix qui précédait les transactions, pas la politesse. Son ventre se serra. À qui je parle? Daniel Voss. Une autre pause, cette fois remplie par le bruit de la glace qui teinte dans un verre. Rédacteur en chef de The Exposé. Le nom du tabloïd, comme il aimait s'appeler lui-même, le miroir non filtré de l'élite, lui était gravé à l'esprit. C'était le genre de publication qu'Evelyn dédaignait en public mais qu'elle lisait en secret, comme une addiction coupable. Ils n'ont pas détruit les réputations, ils les disséquaient, page par page, avec un plaisir presque clinique. Je n'ai rien à te dire. Sa voix était ferme, mais ses mains agrippaient l'appareil assez fort pour le rendre blanc. Votre erreur? L'homme rit, d'un rire sec, comme des feuilles crissant sous une botte. Tout le monde a quelque chose à dire. Surtout quand ce qui n'est pas dit est tellement plus intéressant. Evelyn ferma les yeux. Elle connaissait ce jeu.
Je savais comment cela se terminait, avec des titres audacieux, des photos prises sous des angles qui mettaient en valeur chaque ride, chaque ombre sous les yeux, chaque signe indiquant que la reine était tombée de son trône. Mais cette fois, ce n'était pas seulement son image qui était en danger. C'était l'héritage. C'était le nom de Whitmore, déjà terni, sur le point d'être traîné dans la boue. « Que veux-tu » demanda-t-elle, détestant le tremblement presque imperceptible de ses paroles. « La vérité. » La réponse est venue rapidement, de manière précise. « Votre version des faits. » Avant que quelqu'un d'autre ne le dise à votre place. Elle ouvrit les yeux et vit, dans le reflet du miroir, non pas la femme qu'elle avait été, mais celle qu'elle était devenue, une survivante dans un champ de mines. Et pour la première fois depuis des décennies, Evelyn Whitmore ressentit quelque chose qui n'était ni de la colère ni du dédain, mais une chaleur familière, presque réconfortante, lui parcourant le dos. Peur. Et avec cela, la réalisation effrayante que, dans cette guerre, il n'y avait pas d'alliés, seulement des mouvements. Le monde d'Evelyn Whitmore s'est effondré dans des détails que même son contrôle méticuleux ne pouvait contenir. D'abord, il y a eu les messages, l'esthéticienne qui ajustait ses sourcils le mardi depuis 20 ans a annulé sans explication. Ensuite, la liste des invitations qui ont séché comme de l'encre sur du vieux papier. Elle avait toujours appris à ses filles que l'apparence était le dernier recours entre une femme et le chaos, mais elle réalisait maintenant, avec une clarté tranchante, que ni le meilleur tailleur de Boston ni un accent poli par des années de cours d'élocution ne pourrait la protéger. La vidéo n'était pas seulement une trahison en haute définition, c'était un miroir brisé reflétant ce qu'elle était réellement. Pas l'hôtesse impeccable, pas la matriarche inattaquable, mais la femme qui avait parlé d'Iris comme si elle était une tache de vin sur un tapis perçant quelque chose qui devait être caché, pas enlevé. Et la société, avide de sang en matière de chute, n'a pas tardé à lui tourner le dos. Alors qu'Evelyn se noyait dans son propre poison, Reginald Whitmore faisait face à un coup qui blessait plus que blessait son orgueil, c'était le bruit des fondations qui craquaient. 3 contrats immobiliers de renom, ceux qu'il a cousus avec des dîners coûteux et des promesses de partenariat stratégique, se sont évaporés en 48 heures. Le premier, un investisseur du Connecticut qui le connaissait depuis ses années à Harvard, a justifié son retrait par un email froid, incertitude dans les valeurs du leadership. La seconde, une chaîne de villégiature à Cape Cod, a annulé les négociations finales avec une phrase qui sonnait comme un couteau dans les côtes, « Nous devons protéger l'intégrité de notre marque ». Il tenta de contenir les dégâts, mais les réunions commencèrent à sentir aigrement la méfiance. « N'est-il pas le père ?» murmurait-il dans les couloirs. « N'était-ce pas la fille ?» Le pire n'était pas les questions, mais le silence qui suivit, le genre de calme qui précède un verdict. À la maison, la situation était un portrait en nuances de gris. Evelyn parlait à peine, perdue dans un tourbillon d'humiliation et d'incrédulité qui la laissait regarder les murs comme s'il s'agissait d'écrans affichant ses pires moments. Et Delaney? Delaney était partie. Pas une évasion dramatique avec des valises et des larmes, mais une lente disparition, comme si elle s'était dissoute dans l'air que respirait la famille. Lorsqu'il appela enfin son père, sa voix ressemblait à l'écho de quelqu'un qui n'appartenait plus à ce monde. « J'ai besoin d'aide », dit-elle, et Reginald ne la reconnut presque pas. Delaney a toujours été le joyau de la couronne de Whitmore, le visage qui vendait des rêves, le nom qui ouvrait les portes, la fille qui ne manquait jamais une étape. Mais sa chute fut plus précipitée que celle de n'importe quelle héritière de fortune. Jasper a non seulement rompu les fiançailles en public, mais a bloqué leur numéro, et Sylvia Langston, avec l'élégance cruelle de quelqu'un qui sait manier un couteau en argent, a publié une déclaration glaciale. La famille Langston n'a pas et n'entretiendra aucun lien avec les Whitmore. La société de joaillerie qui avait parrainé ses campagnes a rompu le contrat avant que l'encre du communiqué de presse ne soit sèche. Les agences de mannequins ont cessé de répondre à ses appels. Son agent, celui qui jurait une loyauté indéfectible lors des dîners à Nobu, renvoyait désormais ses appels directement vers sa messagerie vocale. Elle avait toujours son appartement, ses vêtements de marque, ses chaussures qui coûtaient plus cher que le salaire annuel d'un professeur. Jusqu'à ce qu'il vérifie le compte privé. Ce compte, créé avec Cole, était censé être son plan B si les choses avec Jasper tournaient mal. Le solde, 0. Il freina,
rechargea la page, saisit à nouveau le mot de passe. 0. Lorsqu'il a essayé d'appeler Cole, le numéro est allé directement sur la messagerie vocale. Son dernier message, envoyé des semaines plus tôt, disait simplement « Détends-toi, ma belle. Après le mariage, nous sommes libres. » Désormais, ses réseaux sociaux avaient été supprimés, son appartement vidé et aucun ami commun n'avait eu de ses nouvelles. C'est là, dans le silence stérile de sa copropriété vide, avec ses chaussures toujours aux pieds et son mascara taché comme des cicatrices sous les yeux, que Delaney a compris, elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait été utilisée. Et ce n'était pas seulement Cole. C'était elle. Elle avait toujours été douée pour manipuler les regards, les opportunités et même l'affection. Mais pour la première fois, quelqu'un avait mieux joué. Et le conseil d'administration était son propre avenir. Il n'a pas pleuré tout de suite. Le choc l'a maintenu paralysé, comme si son corps n'avait pas encore reçu la permission de son cerveau de s'effondrer. Mais à mesure que les heures passaient et que ses messages à Cole restaient sans réponse, la réalité s'est glissée comme un poison. Son empire, bâti sur des sourires calculés et une beauté stratégique, s'était effondré en un seul week-end. Et il n'y avait personne pour l'aider à recoller les morceaux. Pendant ce temps, à Boston, Evelyn restait immobile devant la fenêtre de la cuisine, remuant du thé qu'elle ne porterait jamais à ses lèvres. Son reflet dans la fenêtre était celui d'une étrangère, plus âgée, plus petite, comme si la honte avait le pouvoir de rétrécir les os. Avant, elle dirigeait des ventes aux enchères et des déjeuners de charité avec la précision d'un général. Désormais, le silence dans la salle était plus lourd que n'importe quelle défaite sociale. Il n'y avait pas de vernissage auquel assister, pas de déjeuner de presse à orchestrer, pas de filles à exposer en trophée. Il ne restait qu'une seule histoire, son histoire qui revenait sans cesse dans l'esprit de chaque personne qui l'admirait. Une histoire qu'elle ne pouvait pas réécrire. Une vérité qui ne pouvait être supprimée. Le nom de Whitmore n'est pas tombé comme ça. Il a implosé. Et les dégâts n'ont pas été causés par Iris. Cela a été révélé par elle. Ce n'était pas une vengeance dont le monde avait été témoin, c'était la libération. Pas seulement les siens, mais tous ceux qui ont déjà mâché le même pain sec de l'obéissance, qui ont été poussés dans les coins avec des sourires forcés, qui se sont un jour demandé si cela valait la peine d'ouvrir la bouche. Ce silence après la vidéo n'était pas surprenant. C'était l'écho de la vérité résonnant dans une pièce qui ne s'attendait pas à l'entendre. Et c'est pourquoi cette histoire est importante. Si vous en étiez arrivé là, laissez-moi vous demander, qu'auriez-vous fait à la place d'Iris? Aurait-il avalé l'humiliation en silence, ou aurait-il allumé la caméra et allumé les lumières? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'ai lu chacun. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci brutes, réelles, non filtrées doivent continuer à être racontées, cliquez sur le bouton d'abonnement. Parce que la semaine prochaine, nous plongeons dans une autre famille, un autre secret, une autre femme qui refusait de se taire. Ce n'est pas seulement du divertissement. C'est la justice. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. La pluie tombait à torrents sur Brooklyn cet après-midi-là, lavant les rues avec une persistance froide et indifférente. À l'intérieur du studio, Iris rinçait les cuves de développement tandis que du smooth jazz sortait de la radio. L'odeur des produits chimiques, du café et du calme était un baume, un rythme qu'elle avait appris à apprécier, des journées sans drame, sans que personne n'exige plus que ce qu'elle était prête à donner. Il revenait tout juste d'avoir accroché 3 gravures encadrées à la vitrine de la galerie lorsqu'il entendit frapper à la porte. Un léger contact, puis un autre, suivi d'une pause, comme si celui qui se trouvait dehors reconsidérait sa décision. Iris s'essuya les mains et se dirigea vers l'entrée, se demandant si c'était un livreur ou peut-être un élève du cours communautaire qu'elle enseignait le samedi. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, l'air changea. Delaney était là, trempé. Les mèches de cheveux collaient à son visage, le manteau de créateur dégoulinant d'eau, accroché à son corps comme un fardeau qu'il ne pouvait plus porter. Il n'a pas parlé. Elle resta immobile, les mains molles le long du corps, des gouttes de pluie coulant sur ses joues, certaines impossibles à distinguer des larmes. Iris ne bougeait pas. Il tenait la porte, mais ne l'ouvrait plus. C'est Delaney qui rompit le silence, la voix rauque, que ce soit à cause des pleurs ou du froid.
Je suis venue. Une pause. Comme si les mots suivants coûtaient plus cher que tous les bijoux qu'elle avait jamais portés. Je ne savais pas où aller. En arrière-plan, le trafic de Brooklyn se poursuivait indifféremment. À l'intérieur du studio, la chaleur attendait. Mais Iris ne fit aucun geste d'invitation. Pourquoi maintenant? A-t-il demandé, sa voix ferme. Les lèvres de Delaney tremblèrent. Elle regarda le trottoir mouillé, comme si elle cherchait des réponses dans les fissures du béton. Puis il leva les yeux et c'est à ce moment-là qu'Iris le vit, il n'y avait aucun plaidoyer dans ce regard. Juste fatigué. Un épuisement issu de décennies de mensonges, qui s'écaille désormais comme de la vieille peinture. Parce que je n'ai plus aucune raison de mentir. La sentence restait en suspens, fragile et définitive. Iris étudia le visage de sa sœur. Le maquillage, quand il existait, était taché. Les yeux ne demandaient rien. Ils étaient vides. Vides. Je ne demande rien, dit rapidement Delaney, comme s'il craignait d'être mal compris. J'ai juste besoin de travailler. J'ai besoin de quelque chose de réel. Je peux le nettoyer. Je peux faire des courses. Tu n'as même pas besoin de me regarder. Iris recula d'un pas, juste assez pour que la possibilité d'entrer existe. Vous faites le ménage. Ne parle pas repartir de zéro. Delaney hocha la tête, comme si elle avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Je comprends. Et puis Iris lui tourna le dos et rentra à l'intérieur, laissant la porte entr'ouverte. Delaney le suivit, laissant tomber son manteau trempé près de l'entrée, ses chaussures faisant des flaques d'eau sur le parquet. Le silence entre eux n'était pas une trêve. C'était un armistice. Les pieds de Delaney s'enfoncèrent légèrement dans le parquet tandis que ses yeux parcouraient le studio, les tirages alignés avec une précision militaire, les lumières positionnées à des angles calculés, l'ordre presque obsessionnel qu'Iris avait sculpté dans l'espace. Il n'y avait pas de poussière. Il n'y a eu aucune négligence. Il n'y avait pas de place pour rien de moins qu'intentionnel. Elle n'a rien touché. Iris lui tendit une raclette, le manche en bois usé par l'usage, l'éponge encore humide du dernier nettoyage. Commencez par là. Delaney accepta l'objet sans hésitation, comme s'il savait déjà que ce serait le premier d'une longue série de tests silencieux. Je n'ai pas posé de questions sur le paiement. Il n'a pas demandé de serviette pour sécher ses cheveux, qui lui coulaient d'eau froide dans le dos. Il bougeait simplement, la tête baissée, ses mouvements minutieux, tandis que des flaques d'eau se formaient à ses pieds comme les marques d'une reddition que personne n'avait demandé. Iris retourna à son bureau, prit la tablette d'édition et reprit son travail comme si de rien n'était. Comme si la présence de Delaney était aussi naturelle que la pluie dehors ennuyeuse, peut-être, mais inévitable. Dehors, la tempête s'est transformée en une légère bruine, mais l'air à l'intérieur du studio est resté épais, chargé de quelque chose d'impitoyable. Pas encore. Peut-être jamais. Mais les conséquences étaient là, tangibles comme l'odeur de la peinture fraîche et du révélateur chimique. Et avec eux, la première ombre de quelque chose qui se mettait en place. La galerie bourdonnait d'un bourdonnement contrôlé, les voix étouffées par l'épais tapis, le tintement cristallin des coupes de champagne, les palans des gens qui s'arrêtaient devant chaque photographie comme s'ils étaient devant un miroir brisé. Portrait de vérité a attiré plus de monde que prévu. Critiques d'art avec leurs carnets, collectionneurs avec des chèques signés en poche, résidents curieux entrés par hasard et repartis transformés. Tout le monde là-bas, d'une manière ou d'une autre, avait été accroché au même crochet, la crudité des regards qui ne mentaient pas. Iris se tenait appuyée contre le mur du fond, à l'abri des projecteurs, observant plutôt qu'étant observée. Chaque pièce y avait été choisie avec la précision d'un chirurgien, visage creusé par le temps, main jointe en deuil, sourire interrompu au milieu d'une guérison qui n'est jamais venue. Aucune retouche. Pas de pose forcée. Juste des gens, tels qu'ils étaient, astucieusement nus, exposés sans autorisation. Sa photo préférée accrochée près de la sortie s'appelait « Lumière non invitée », un homme âgé assis seul à la fenêtre, la lumière du soir coupant son profil en deux moitiés inégales. Il était déjà marqué de l'étiquette rouge, vendu,
lorsque Sylvia Rainer s'est approchée, le pas léger comme toujours, les yeux brillants de quelque chose qui n'était pas qu'une simple admiration professionnelle. « Tu as commencé quelque chose, Iris, dit Sylvia d'une voix basse, comme si elle partageait un secret. Quelque chose d'honnête. Brut. Nécessaire. » Iris hocha la tête, non pas par fierté, mais par reconnaissance. Elle avait passé toute sa vie à essayer d'être vue. Maintenant, les gens ne se contentaient pas de la voir, ils voyaient à travers elle. À travers l'objectif qu'elle avait poli avec des années de silence. Au centre de la galerie, une voix familière interrompit le flux de ses pensées. Iris. Elle s'est retournée. Jasper Langston se tenait à quelques pas, un verre de vin intact à la main. Le costume qu'il portait était plus sobre que celui qu'il avait porté le jour qui aurait dû être son mariage, moins de faste, plus de vérité. Mais sa posture restait la même, droite, courtoise, comme si elle était là par obligation sociale et non par fracture personnelle. « Je ne t'attendais pas, dit-elle, sa voix neutre, mais ses doigts appuyant légèrement sur la tablette. « Je sais, répondit-il, et pour la première fois depuis des années, son sourire ne semblait pas répété. J'avais besoin de dire quelque chose. Tu m'as sauvé sans le savoir. » Iris ne répondit pas. Mais quelque chose dans son regard, cette glace qui s'était formée il y a si longtemps, fondit un peu sur les bords. « Je ne pense pas avoir jamais vraiment aimé Delaney, continua Jasper, les yeux fixés sur un point au-delà d'elle, comme s'il revisitait une vieille scène. Je pense que j'ai adoré son idée. De la personne que je devrais aimer. De la vie que j'aurais dû avoir. » Il fit une pause. Voir ta vidéo, voir la vérité, c'était comme être sorti d'un rêve. Et je me suis réveillée un homme plus libre. Elle fit un signe de la main presque imperceptible. Il n'y avait plus rien à dire. Jasper ne s'attarda pas. Votre travail est puissant, Iris. J'espère que ça ne s'arrêtera jamais. Et puis il disparut, se dissolvant parmi les invités comme s'il n'y était jamais allé. Plus tard, alors que la nuit tombait et que les derniers visiteurs se disaient au revoir avec des salutations chaleureuses, Iris s'approcha de l'entrée vitrée, ayant besoin de respirer un air qui n'était pas saturé de parfums coûteux et de compliments voilés. Dehors, la ville brillait, les rues mouillées reflétaient les lumières de la galerie, les taxis passaient en éclairs jaunes, les rires sourds venant du bar de l'autre côté de l'avenue. C'est alors qu'il la vit. Evelyn était sous l'auvent, de l'autre côté de la rue. Pas de parapluie. Pas d'entourage. Sa posture, cependant, était impeccable, le menton légèrement relevé, comme pour mettre le monde au défi de douter de son autorité. Mais l'expression était indescriptible. Il n'a pas fait signe. Il ne s'est pas approché. Je viens de regarder. Elles restèrent ainsi une longue minute, deux femmes unies par le sang, divisées par tout le reste. La mère qui n'a jamais fait l'éloge. La fille qui a arrêté d'attendre. Iris ne l'a pas appelée. Au lieu de cela, il glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit l'appareil photo qu'il avait toujours avec lui. Avec des gestes expérimentés, il ajusta la mise au point, encadrant Evelyn à travers la vitre et la pluie légère, encadrée par le silence et la distance qu'ils avaient tous deux choisis. Plus tard, lors du transfert de l'image, il ne lui a pas donné de titre au début. Juste un horodatage. Mais avant d'imprimer, il a ajouté une petite légende dans le coin inférieur. Parfois, le silence en dit assez. Ainsi, la jeune fille qui s'était assise seule au dîner de famille, qui avait reçu une miche de pain sec au mariage de sa sœur, non seulement a survécu à la honte, mais elle l'a transformée. Dans l'art. Vraiment. En sortie. Iris n'avait pas besoin de crier, de se battre ou de mendier de l'amour. Cela montrait simplement au monde ce qui était réel. C'était suffisant.